Donc, merci Sandrine et Sofiane pour l'invitation au nom du GDR MSB. Je parle un peu d'équilibre, enfin de l'eau dans les matériaux, je dis quel hasard, et je parlerai un peu d'équilibre et de transfert. Rapidement, donc moi je travaille sur deux sites, hein, le site de GIF de Centrale Supélec, mais aussi et surtout le site de POMAC où je dirige une chaire de biotechnologie, une quarantaine de personnes, et dont je dirais un bon tiers est dédié aux matériaux biosourcés. Alors, votre programme aujourd'hui, je parlerai de l'équilibre, temps infini, donc déjà on verra les questions que ça pose. Transfert, temps fini. Et le transfert est très important pour justement savoir quel est le champ de neuronaux de ces matériaux au cours du temps, au cours d'usage, et donc l'effet de ces neuronaux sur les matériaux. J'essaierai d'assister, mais bon, en 10 minutes c'est court, sur l'effet ou les effets d'histoire du chargement et sur des effets multi-échelles qui sont presque toujours omniprésents et qui nous posent pas mal de problèmes. Pas le problème comment? Parce que l'idée, et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est de comment caractériser pour pouvoir prédire. On oublie souvent que quand on caractérise, on mesure des propriétés, mais ces propriétés sont liées à une formulation. Et parfois, la formulation, il faut l'adapter à la caractérisation ou vice-versa. Voilà, donc j'ai essayé de vous donner quelques messages comme ceci. Comment caractériser, comment formuler et comment prédire. Tout ça en 10 minutes. Donc l'eau, les matériaux biosourcés, c'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Donc merci pour l'initiative, hein, c'est très intéressant. Donc je ne reviens pas sur l'importance de ceci. Moi, là où on peut contribuer, et avec beaucoup de collaboration, parce qu'on travaille avec beaucoup de personnes, comment est-ce qu'on peut justement avoir des mesures et ensuite mettre ces mesures sous équation et vérifier que la prédiction avec les mesures est conforme à des situations inédites et différentes. Commençons par les isothermes. Isothermes, on parle de temps long, équilibre, ça veut dire temps infini. Cédric l'a dit juste avant, équilibre entre deux neuronaux liés, deux neuronaux, on va dire, du matériau et l'unité relative. Alors, quelques questions qui se posent déjà. Et je ne sais pas, j'ai un problème de micro là. Vous m'entendez bien ou... Oui, oui, Bon, sans parfait. problème, tout va bien. Bon, super. Déjà, on dit isotherme, c'est facile, on en parlait hier pendant la thèse, facile de mesurer l'isotherme. Non, c'est pas facile. Quelle est la durée des essais? Quel est le critère d'équilibre? Alors on fait des mesures dynamiques. Aujourd'hui, on fait des mesures dynamiques, mais on veut l'équilibre, donc c'est pas si facile que ça. Taille d'échantillon, stabilité conditions ambiantes. Hein, il y a beaucoup de choses qui se passent quand on veut faire des mesures d'isotherme à 90, 95, 98% d'humidité relative. Je suis toujours très, très prudent par rapport à ça. Juste pour vous le dire, il faut parfois une maîtrise de la température au centième de degré si on veut faire des choses raisonnables. Aujourd'hui, on fait tous, ceux qui font des mesures, on a des appareils qu'on appelle DVS, Dynamic Vapor Sorption. Ici, nous, on en a quelques-uns au laboratoire, une suspension magnétique qui est pas mal pour régler l'échantillon, pour retarer. Un système classique de DVS, et puis on a acheté un ProHumid que vous connaissez tous peut-être, qui permet de faire un carrousel de passeur d'échantillons. On a parfois des manips, nous hier on parlait des manips qui ont duré 3000 heures, donc voilà, c'est 4-5 mois. Il est clair que si dans 4-5 mois on fait 20 échantillons plutôt qu'un seul, c'est quand même toujours ça de gagner. Le principe, ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, on change l'unité relative et puis on attend l'équilibre. Donc le rose, c'est l'unité relative qu'on impose, et puis le bleu, c'est l'équilibre du bois au fur et à mesure ou du bois ou du matériau, hein, et lorsqu'on a l'équilibre, ensuite on peut tracer. Alors souvent on a des courbes enveloppes, hein, Eric l'a montré, montée, adsorption, désorption, hystérésis, ça c'est classique. Ce qui est moins classique, c'est que, je reviens ici, en usage du matériau, on est par rapport à ici, l'unité monte, quel trajectoire on prend, l'unité descend, quel trajectoire on prend. On n'est jamais sur la courbe à blanc, on est toujours entre les deux. Donc voilà, il faut, alors c'est très long au niveau expérimental, c'est très long au niveau formulation. On a proposé un modèle il y a quelques années qui permet de retrouver la trajectoire quand on est en cycle partiel et non pas en cycle complet. Et on se rend compte que l'aspect stockage d'humidité, il y a pratiquement un facteur 2, c'est divisé par 2 si on prend en compte ces cycles intermédiaires. J'ai mis ça, mais je ne sais pas si j'ai le temps. Physico-sorption, chimio-sorption. Il y a parfois des matériaux, là on a travaillé sur le béton de chanvre chaud, thèse de hier, où on avait des liants qui ne sont pas complètement hydratés. Et regardez ici, on voit, quand c'est partiellement hydraté, on voit des cycliques très très lentes et qui, lorsqu'on revient, ce qu'on fait complet, ne reviennent pas du tout à l'équilibre. Et ça, c'est un signe de sorption irréversible. Et ça, il ne faut pas le prendre en compte dans les cycliques de sorption. On a vu ça sur des zéolithes aussi. Je passe ça. Diffusivité, voilà, deux normes. Enfin, une norme, c'est la méthode de la coupelle. On met un échantillon, solution saline, on met ça dans un stade climatique, on a un gradient
d'humidité relative, ça induit un flux. Et si on mesure l'ensemble au cours du temps, on a la dérivée qui donne la perte de masse et on tire le coefficient de diffusion. On peut faire des méthodes en régime transitoire. On perturbe l'échantillon par une humidité relative qui change de façon soudaine au cours du temps et on suit la masse. Voilà les deux méthodes classiques. Nous, il y a quelques années, on a posé une méthode qui est un peu plus simple, qui ne nécessite pas de balance, dans laquelle on met un échantillon, on met un capteur, ici c'est isolé, c'est fermé, on met un capteur d'humidité relative en face arrière et on perturbe la face avant. D'ailleurs, on peut le perturber de façon parfaite, idéale ou pas idéale, peu importe, on peut décorréler ensuite. Donc voici un peu le design, ça c'est du bois, un échantillon il est ici. Eh bien qu'est-ce qu'on fait? Voici l'unité relative au fonction du temps, c'est la mesure, c'est en bleu. Et puis on a identifié un paramètre diffusivité, l'objectif de la mesure, pour que le modèle colle à peu près aux mesures. Le colle à peu près, je pourrais passer des heures à vous expliquer pourquoi, mais l'idée c'est que si on a un modèle de transfert couplé de Charles masse, on a une méthode très très simple de caractérisation. Et nous, c'est devenu chez nous une méthode de mesure de caractérisation en routine. Je ne peux pas parler de transfert couplé sans parler de chaleur. Donc ici, c'est un design très simple. Ça, c'est des panneaux d'isolant en fibre de bois. Deux panneaux. On a mis au centre un capteur température-humidité, isolé les faces pour avoir du monodimensionnel. On a mis ça dans une salle climatique et nous avons perturbé l'humidité en face avant. Donc c'est symétrique. Et voici la mesure d'humidité relative mesurée en face arrière. On dit super, on a l'information. On va donc en déduire une diffusivité. Mais si on regarde, parce que le capteur donnait aussi la température, regardez la température, on a jusqu'à 4 degrés d'augmentation de la température. Que se passe-t-il? On change, on augmente l'humidité. Il y a une condensation de l'humidité qui vient rapidement, parce qu'on est sur un milieu fibreux ouvert, qui va rapidement au milieu et qui va relarguer la chaleur de vaporisation. Ce matériau, il est fait pour être un isolant thermique, donc ça a beaucoup de mal à refroidir. Et cette perturbation, elle dure sur une dizaine d'heures. Si on oublie cette perturbation thermique, on se plante complètement dans la caractérisation de la diffusivité. Parce que, bien sûr, la température a un effet très, très fort sur la pression partielle de vapeur. Autre chose, toujours pareil sur ce type de matériaux isolants fibreux pour les matériaux, si on fait des mesures au laboratoire de diffusivité, et on a ici une série d'épaisseurs différentes, et on voit que ce qui est censé être une propriété intrinsèque dépend de l'épaisseur. Donc ça, c'est contraire à l'intuition et c'est contraire à la caractérisation. Et bien, que se passe-t-il? En fait, on se rend compte qu'il y a des effets double échelle. Je ne vais pas trop en parler parce que je n'ai pas le temps, mais des effets double échelle. Et on peut, par exemple, si on est en régime permanent dans un milieu fibreux, ça diffuse comme ceci, et les fibres ont une teneur en eau d'équilibre. Si on est en régime transitoire, ben, il faut que la diffusion pénètre dans les fibres. Et c'est ça qui va être la signature de la pesée au cours du temps. Donc voilà, alors on sait simuler ça. Si on simule ça ici, voilà, on a ici une épaisseur d'échantillon. Nous avons le profil qui est perturbé en face avant. Et on voit ici le champ d'humidité dans la fibre elle-même. Et on voit qu'au fur et à mesure, cette diffusion de la fibre va ralentir la diffusion macroscopique. Et donc c'est un effet où on a une interaction entre deux échelles de temps. L'échelle de temps de diffusion dans l'épaisseur de matériau et l'échelle de temps de diffusion dans la fibre elle-même. Or, ceci, on a, nous, travaillé sur des modèles pour essayer de remettre cet aspect double échelle dans une formation macroscopique qui n'a qu'une échelle. C'est un peu simple, mais pas si simple que ça. Et je vais finir, je ne sais pas où j'en suis, je sais que je suis très bavard, mais j'essaie de limiter mes diapositives. En migration liquide, de 2-3 transports en migration liquide. Ben, la migration liquide, on a fait des mesures en tomographie, donc ça c'est des PCA. On sait, ça c'est connu, que dans les PCA, une fois qu'il est sec, ce sont les ponctuations du bois final qui ne sont pas aspirées. Donc l'eau pénètre rapidement dans cette partie-là du bois et ensuite va diffuser, notamment par les rayons, pour envahir tout le reste de la paroi. On a mis en place un modèle d'imbibition capillaire à double échelle. Donc, regardez ici, c'est de la hauteur. Ça représente la hauteur de l'échantillon, 100 mm, c'est pas rien. Et ici, l'épaisseur d'un accroissement manuel. Eh bien, on voit que, regardez le bleu ici, c'est au bout d'une heure. Au bout de 2 heures, on a traversé l'échantillon. Et après, il faut des centaines d'heures pour arriver à pénétrer dans l'autre sens. Donc, ça, c'est un aspect double échelle, à l'échelle microscopique, qui est très difficile à mettre en place en formulation macroscopique. Et par exemple, si on regarde l'effet dans un chantier, la pluie arrive, l'eau pénètre très facilement dans le matériau. Et elle ressort beaucoup moins facilement parce qu'il faut l'évaporer. Et ça, c'est très important de pouvoir quantifier et prédire quel sera le degré d'imbibition de l'eau en cas d'un chantier, de la pluie ou autre, ou d'une pathologie.
Ici, ce qu'on fait en tomographie, alors ça, c'est un matériau particulier, c'est de la terre comprimée avec des particules de bois. Ça, c'est donc la terre très dense, particules de bois très peu denses. Et puis là, on a mis de l'iode pour avoir un contraste au niveau rayon X avec de l'eau. Et on regarde ici, vous voyez que l'eau pénètre. Et ces parties-là, on voit qu'il y a des jonctions qui ne sont pas très bonnes. Et ça joue le rôle de schéma de percolation pour que l'eau pénètre. Mais sur la grosse particule, on voit que la percolation va autour mais ne pénètre pas au centre. Comment formuler ça de façon simple à l'échelle macroscopique? C'est une vraie question. Nous, on travaille, on est en train de mettre en place un système dans lequel on a un système à niveau constant, on met l'échantillon en contact, on pèse, donc on a la prise de masse, et on a rajouté un capteur d'humidité relative face arrière qui va collecter et qui va regarder le signal de quand est-ce que l'eau arrive ici. Et puis voici à peu près ce qu'on peut obtenir. Racine carrée du temps en minutes. Donc là, on a quelques jours de manip. Et puis, on voit que l'humidité relative en face arrière, très vite, elle décolle. C'est-à-dire que très vite, il y a de l'humidité qui est arrivée. Et si on prend un modèle macroscopique classique, pression capillaire, perméabilité relative à la phase liquide, eh bien, on se plante. Donc, on est en train de réfléchir, est-ce qu'on peut trouver une formulation simple, utilisable en pratique, mais qui arrive à prendre en compte cette complexité à l'échelle microscopique. Et voici, je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette présentation enthousiaste, très riche. Je ne sais pas comment tu arrives à faire passer 26 transparents en 12 minutes. Bravo. Non, mais j'avais trois, quatre. J'avais été revendeur avec juste un mot-clé, hein. Oui, oui, mais c'était super intéressant. Il y a deux questions dans les questions et réponses. Je te laisse les découvrir, hein. Ah, bah attends, il faut que je recherche la coupe. Si vous pouvez me les Bon, lire, parce que ouais. j'ai mon Donc écran en projection la là. première, elle concerne la représentativité des mesures. Avez-vous une règle permettant d'estimer la taille ou la masse d'un échantillon pour une mesure représentative du matériau? Merci pour la question. C'est une question cruciale qu'on se pose sans arrêt. Et la réponse, elle est jamais simple. La réponse, elle peut être sur. Vous avez vu, par exemple, nous, on fait des essais à différentes tailles d'échantillons. Est-ce qu'il y a une cohérence? Et c'est en faisant des mesures à différentes tailles qu'on s'est rendu compte que, justement, le volume élémentaire représentatif n'était pas là. Et c'est pour ça qu'on a été sur un modèle double échelle. Donc, la réponse n'est pas simple. La réponse n'est pas simple et c'est tout l'objet. Ce que je viens de vous montrer en imbibition liquide, quelle est l'échelle à laquelle on doit représenter les choses? Alors, j'ai peut-être de ça, je ne vais pas montrer, mais par exemple, dans le cas des doubles échelles de diffusion dans les fibres, eh bien, on avait une publication dans laquelle on a mis une cartographie, densité, épaisseur, à partir de quelle est la gamme pour laquelle le double échelle est nécessaire et quelle est la gamme ou l'espace le volume dans cet espace pour lequel la double échelle peut être négligée. Voilà. Donc, la réponse n'est jamais simple. Et encore une fois, si on arrive à représenter le phénomène, à le formuler, eh bien, ça nous aide à répondre à cette question. Ok. Et on va prendre juste la deuxième question et puis après, on te laissera répondre directement au Oui. chat Donc, elle concerne la prédiction numérique de la réponse hydrique des matériaux. Peut-on prendre en compte les cycles intermédiaires de capacité de stockage, isotherme de sorption, dans les modèles hygrothermiques et Oui. comment? La réponse est oui. Et la réponse est dans un article qui est cité, parce que je ne vais pas tout répondre, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais est-ce que j'ai cité l'article? Je ne sais plus. Bon, je répondrai. Je répondrai. Il est là, ici, je pense. Voilà, cet article. Ok. Bah, si tu peux juste rappeler dans les Donc, chats. je peux même envoyer PDF peut-être aussi. Je ne sais pas si c'est Ah, possible. Donc Parfait. oui, c'est pas Parfait. facile, mais c'est très important de prendre en compte justement ces cycles intermédiaires. Parce que les cycles enveloppes, on n'y est jamais dans l'utilisation de matériaux. Allez, une dernière. L'exotherme Merci. d'absorption peut-elle présenter un intérêt pour du chauffage passif? Euh, oui, 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 et je le revendique. Oui, je le revendique. Si on a un matériau hygroscopique, on dit souvent, voilà, un matériau hygroscopique biosourcé dans les bâtiments va jouer le rôle de régulateur hydrique, ce qui est vrai, et c'est bon pour le confort de la personne. Mais il va aussi participer à l'inertie thermique via changement de phase entre le jour et la nuit. Et je revendique, oui, je revendique haut et fort l'intérêt de ces matériaux-là pour le confort d'été. Et aujourd'hui, on a beaucoup de canicules. Il ne faut surtout pas négliger cet effet-là.
Ce qui veut dire aussi que dans la construction, il faut laisser l'ouverture pour que l'humidité puisse pénétrer et ressortir. Super, merci Merci beaucoup beaucoup. Patrick.